Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc, nous continuons notre partie du cours sur la psychologie pratique et concrète avec le docteur Stocker, qui est un psychiatre suisse. Nous avions donc vu la dernière fois l'engagement dans la vie, c'est-à-dire le passage par notre âme de l'essence de la nature humaine, ABC, à l'existence concrète, A', B', C'. Nous avions évoqué la fausse oblation, c'est-à-dire en fait un amour qui, au lieu d'être au service des autres pour leur bien et leur développement, eh bien, est un amour en fait sensible et qui relève de l'amour du chocolat. C'est-à-dire que oui, effectivement, on aime l'autre, on l'aime peut-être énormément, on est peut-être éperdument amoureux ou amoureuse, mais on va le dévorer comme un chocolat. C'est-à-dire qu'on va détruire la personne pour son propre profit. Ça s'appelle la fausse oblation. Eh bien, nous allons voir ce soir la relation qu'il y a entre culpabilité et agression. Il va vous entraîner ensuite à parler de la névrose. Qu'est-ce que c'est que la névrose et comment fonctionne la névrose? Mais d'abord, comprenons le comportement agressif de certaines personnes. Alors, quand on étudie l'âme humaine, dit de Dr. Stocker, dans sa réalisation concrète, on bute très vite sur la culpabilité des hommes, qui entraîne aussitôt une agressivité. Et tous les hommes sont coupables. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez, quand on lit Dr. Stocker, on est chez soi, on est à la maison, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est imbibé de la théologie de saint Thomas. Donc évidemment que toute sa psychiatrie et toute sa psychologie est imbibée de la doctrine chrétienne et il tient compte évidemment du péché originel. Ce qui fait que même si le péché, c'est lui qui le rappelle, hein, et c'est très vrai, même si le péché est effacé par le baptême, alors c'est vrai des païens qui ont le péché originel plus tous les péchés capitaux, et même le chrétien, même s'il n'a plus le péché originel, il a les suites, ce que saint Thomas appelle les blessures. Et c'est pour ça que nous avons toujours cette agressivité, si vous voulez, qui peut être contenue, qui peut être maîtrisée. Justement, la vertu, c'est de maîtriser son agressivité. Mais on ne peut pas empêcher l'agressivité de surgir dans toutes les circonstances. Et puis, il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on va mal, où justement, on a plus de mal à se maîtriser. Et c'est là où, bien, on redevient agressif. Et si vous voulez, l'agressivité est quand même euh, la mesure de cette culpabilité qu'a entraîné le péché originel et ses conséquences et nos péchés actuels, même si on n'a pas commis de crime, hein, on est d'accord, il ne s'agit pas de faire des choses épouvantables, hein, mais nous sommes des pécheurs. Le juste pêche 7 fois le jour, dit le psalmiste. Et donc, notre condition de pécheur, hein, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, dit Saint Jean, est un menteur. Donc, notre condition de pécheur fait qu'il y a toujours ce fond d'agressivité. Mais, donc, le docteur Stocker va disséquer ce mécanisme pour voir les différentes situations et les différentes culpabilités, les différentes agressivités. Donc, dans tous les cas, je le rappelle, l'essence est intacte.
L'essence n'est jamais bouleversée. Que ce soit par le péché originel, que ce soit par les péchés actuels, même les crimes ne mettent pas de désordre dans l'essence de la nature humaine. Ce qui est perturbé, c'est l'existence concrète de la personnalité. C'est A', B', C' qui sont complètement chamboulés, qui sont agités et qui, par leur désordre, créent une guerre entre l'essence et l'existence. Et cette guerre entraîne des déchirements, d'où l'agressivité. L'agressivité, en fait, c'est une souffrance qui s'exprime. Souffrance, justement, de cette distorsion entre l'essence et l'existence. Un agressif, dit le docteur Stocker, est en somme un être humain coupable d'avoir commis une agression contre sa propre essence. A, B, C. Et d'agressif envers lui-même, il devient agressif envers les autres. S'il persiste dans son errement, eh bien, pour retrouver la paix, il faut qu'il reconnaisse le désordre existentiel. Examen de conscience. C'est ça que ça veut dire. Oui, lui, il le dit pas, mais c'est ce que c'est moi qui traduis. Et ensuite, demander pardon et se corriger. Et c'est toute la vie chrétienne. Donc, ceci pour l'être humain normal, pour le pécheur ordinaire. Maintenant, attention. Il y a une autre sorte de culpabilité et il y a une autre sorte d'agressivité dont le sujet n'est pas à proprement responsable. Ça veut dire qu'il y a une culpabilité et une agressivité qui ne sont pas du péché. Cette agressivité ne dépend pas de la responsabilité du sujet, mais elle est une action pathologique, c'est-à-dire une névrose, dont la solution est, écoutez bien, médico-psychologique. D'accord ? La névrose, c'est une maladie. Et la névrose relève de la psychothérapie. Thérapie, le soin. Psyché, l'âme en grec. Donc, la névrose relève du médecin de l'âme, comme le docteur Stocker. Enfin, psychiatre, c'est bien, mais il faut. Encore une fois, il y a psychiatre et psychiatre. Hein. Alors, tous ces tradis qui veulent pas mettre les pieds chez un psychologue, chez un psychiatre, parce que c'est affreux, c'est horrible, c'est le démon, c'est le Satan, c'est ça. Alors, on arrête tout de suite hein, ce délire, parce que on s'en sort pas. Oui, autrefois, les confesseurs, ça suffisait, il suffisait d'aller voir le prêtre. Et... Bon, c'est faux. Je suis désolé. Ce slogan est faux. Sauf que, autrefois, les personnes névrosées, donc qui étaient atteintes de cette maladie de l'âme, étaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Donc, effectivement, les prêtres s'occupaient des pécheurs. Vous voyez, ils s'occupaient des coupables agressifs normaux ordinaires. Et quand il y avait de temps en temps un cas extraordinaire, donc vraiment de maladie, où là, la confession, ça suffit pas. On voit bien que la personne, elle s'en sort pas. Eh bien, soit on faisait rien parce qu'on était impuissant, soit, selon les époques, vous voyez, on les envoyait quand même consulter un médecin. Et la médecine d'autrefois était pas celle d'aujourd'hui, hein, mais on pouvait quand même apporter certains soulagements. Le psychothérapeute n'utilise pas les psychotropes, vous voyez, les médicaments
barbiturique et toutes ces choses-là. Les antidépresseurs, voilà, je cherchais le nom. Un psychothérapeute, c'est quelqu'un qui va vous aider justement à prendre conscience des mécanismes psychologiques, de trouver des réponses, des trucs, si vous voulez, des actions qui vont avoir un effet bénéfique pour calmer des angoisses, pour briser des mécanismes qui sont justement douloureux, etc., etc. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui utilise des médicaments. Le psychiatre, oui, s'il faut. Mais bon, sachez qu'on a un docteur psychiatre qui est dans le groupe là. Bon, bah, voilà, je l'ai rencontrée, j'ai discuté plusieurs heures avec elle. Hein, elle fait bien cette distinction entre les maladies de l'âme et les péchés. Donc ça, c'est très important hein, de poser dès le départ cette distinction entre le combat spirituel ordinaire de tout à chacun avec ses désordres psychologiques. Parce que, si vous voulez, le combat spirituel, les péchés capitaux, ça entraîne des désordres. Mais tout le monde a ces désordres-là. Et nous devons tous lutter. Vous voyez? Et ça, c'est faut pas confondre ça avec la maladie. Vous voyez? La maladie, c'est autre chose. La névrose, c'est autre chose. Mais évidemment, ça ressemble énormément au péché. Ça, on est d'accord. Et le confesseur, lui, il doit savoir faire la différence. Le pécheur arrive à se corriger avec l'aide de la grâce et des sacrements. Le névrosé, lui, n'arrive pas à s'en sortir car son agressivité est d'origine inconsciente. Le péché et la névrose se ressemblent beaucoup, mais seulement en apparence. Ce sont des faux frères, dit le docteur Stocker. Les deux peuvent se soigner. Le premier, en reconnaissant sa faute, en allant se confesser. Le deuxième, en se confiant à un médecin des âmes, un psychothérapeute qui l'aidera à voir clair en lui. Voilà. Et je rajouterai, avec le psychothérapeute, hein, on peut voir aussi la psychogénéalogie. Ça apporte énormément de renseignements. Hein, le rôle des ancêtres, le rôle de l'arbre généalogique, c'est très important. Pour réparer et guérir l'arbre généalogique. Et nous, en tant que catholiques, réparer les péchés des ancêtres damnés. Et aussi, et nous en parlerons quand j'aurai terminé de vous expliquer le docteur Stocker, je vous ferai quelques exposés sur le rôle des glandes endocrines et du docteur Gauthier. C'est très important aussi pour comprendre les dérèglements psychologiques. Et parfois, alors là, il faut aller voir un naturopathe pour le coup, parce qu'il s'agit des glandes, hein, il s'agit de choses, des organes physiques. Les glandes endocrines sont des organes physiques. Et en soignant ces glandes-là, on arrive à retrouver un certain équilibre qui facilite la vie spirituelle, le combat spirituel ou la vie spirituelle ensuite. Voilà. Je reprends le docteur Stocker. Quand l'égaré, conscient et volontaire, ne veut pas s'amender, ça c'est le pécheur qui ne veut pas se corriger, mais au contraire veut soumettre les autres jusqu'à les détruire pour s'en servir dans son propre intérêt. Alors là, nous n'avons pas affaire à un névrosé, mais à un pervers. C'est autre chose. Le pervers n'est pas malade, il est coupable. Il doit être sanctionné d'abord par la dénonciation de son attitude totalement déshumanisée. La vraie nature humaine est un tout qui comporte d'une part l'essence, on avait dit, colonne de gauche, ABC, que l'âme fait passer à l'existence, colonne de droite, A', B', C', ce qui constitue la nature humaine, hein, qui est composée donc essence, existence et âme.
Maintenant, voyons qu'est-ce que la névrose. Alors, la névrose ou le névrosé n'est pas le nerveux. Là encore, c'est une distinction très importante. Tous les gens nerveux ne sont pas névrosés. Le nerveux n'est pas malade, tandis que le névrosé est malade. Un nerveux est un hypersensible ou une hypersensible, mais son équilibre psychologique, lui, n'est pas troublé, n'est pas renversé. Le névrosé, lui, est un être dont l'équilibre est bouleversé. Le docteur Stocker donne cette image, le nerveux, c'est un être de haute précision. C'est comme, si vous voulez, un thermomètre ou un chronomètre. Là, vous avez les anciens chronomètres, là, vous savez, avec les boutons et l'aiguille qui tourne. Bon, eh bien, c'est quand même assez précis, mais évidemment, le chronomètre à quartz est encore plus précis. Donc, on peut imaginer tout instrument, vous voyez, de grande sensibilité, donc plus parfait que les instruments plus grossiers. Ce qui fait que le nerveux supporte difficilement les écarts du milieu où il vit, qui s'éloignent des conditions normales de la vie humaine. Tandis que le non-nerveux, lui, eh bien, ne sera pas affecté par ces mêmes écarts. Et donc, il saura s'adapter. Tandis que le nerveux, lui, craquera, parce que lui, ne supporte pas. Si vous voulez, son système nerveux n'est pas fait pour supporter des désordres quotidiens à répétition. Oui. Le nerveux est un nostalgique de l'ordre. Il a un sens moral très développé. C'est pour ça qu'il ne supporte pas les désordres qui sont trop grands et au milieu desquels il doit vivre. Au XIXe siècle, on appelait les nerveux des hystériques. Alors ça, c'est complètement... Bon, ils n'avaient pas trouvé de mots pour désigner la chose. Parce que la science psychologique, si vous voulez, elle s'est développée, elle s'est affinée au XXe siècle. Il n'y a pas que Freud au XXe siècle. Il y a quand même des gens même les médecins, qui ont fait des recherches, et pas uniquement sous le prisme de Freud, même si il avait énormément d'influence. Donc les médecins, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les médecins ont vraiment renoncé à ce terme et ont préféré parler de nerveux. Donc ce gens sensibles qui peuvent effectivement avoir des crises. Souvent, ça va avec la spasmophilie. Et la spasmophilie entraîne certaines réactions physiques, si vous voulez, incontrôlables. Et les nerveux sont parfois sujets à des crises comme ça quand ils sont dans des environnements très hostiles. Alors, là, c'est moi qui parle. Pour vous faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nerveux, je vais utiliser le vocabulaire de la théologie morale catholique. Les théologiens vont parler plutôt de conscience délicate. On comprend bien ce que ça veut dire, une conscience délicate. C'est-à-dire qu'un sens moral délicat qui fait que on va tout de suite repérer les fautes, les désordres, et on va être gêné. Donc, on va vouloir y porter remède.
On va vouloir corriger, se corriger. C'est une conscience délicate. Maintenant, cette conscience délicate, donc sensible, a une faiblesse, c'est qu'elle peut tourner en conscience scrupuleuse. Vous voyez, si on n'a pas ce sens de la vertu qui se situe dans le juste milieu et qu'on va dans les excès, vous voyez, avec une conscience délicate, on peut très très vite déraper dans le scrupule. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention et faire confiance à son confesseur. Et prier le Saint-Esprit et demander à son ange gardien. Le confesseur n'est pas toujours là. Et de temps en temps, quand il y a des choses importantes, on fait le point avec le confesseur. Mais dans la vie de tous les jours, on prie son ange gardien, on prie l'Esprit Saint. Éclairez-moi, comment je dois envisager ça, qu'est-ce que je dois faire, don de conseil, vous voyez. Ça, c'est très important, surtout pour les nerveux qui ont une conscience délicate. C'est vrai pour tout le monde, hein, mais les nerveux en ont particulièrement besoin. Mais c'est un fait. Alors là, c'est le docteur Stocker qui parle. C'est un fait que c'est parmi les nerveux que se recrutent les vraies élites chrétiennes. Parce que, eh bien, leur sensibilité est un outil très bien adapté à leur intelligence. L'intelligence reçoit beaucoup d'informations par les sens. On l'a vu, ça, c'était le début du cours. Rien n'est connu qui n'est d'abord senti. Tout passe par les sens. Donc, si les sens sont très développés, si la personne est très sensible, donc si elle est nerveuse, eh bien, elle va donner beaucoup plus d'informations à l'intelligence que les gens qui ont une sensibilité très basse. Par contre, plus la société devient criminelle et mafieuse, plus ce sont les non-nerveux, mais les vrais pervers qui vont prendre les commandes. Logique, forcément. C'est tout l'inverse. Là où il faut être à l'aise dans le crime, le mensonge, le vol, l'oppression du peuple, etc., c'est forcément les pervers qui vont prendre les commandes. Et parce que les autres, ils ne supportent pas. Donc, quand l'environnement du nerveux ne respecte pas l'ordre de l'essence humaine, la nature humaine, alors le nerveux se sent mal, il se sent inquiet, il se sent inadapté et angoissé. Et ce n'est pas la faute du nerveux. Je peux dire, oui, mais forcément, même pas, vous ne pouvez pas, vous êtes asocial, vous ne pouvez pas vivre en société, vous êtes, je ne sais pas moi, ceci, cela. Non. Mais il y a des contextes d'entreprise, il y a des contextes de bureau qui font que quand on a une conscience délicate, c'est insupportable. Mais c'est pas pour ça qu'on est malade, on est nerveux. La névrose, elle, est une maladie. Mais elle n'est pas une maladie comme les autres. Elle est plutôt, dit le docteur Stocker, l'aboutissement d'une situation. Et pour faire comprendre cette maladie qu'est la névrose, aboutissement d'une situation, rien de tel, dit le docteur Stocker, que de donner des exemples concrets qu'il a connus lui-même, qu'il a soignés. Donc, il va donner l'histoire d'une patiente que je vais vous lire maintenant. Donc, c'est dans son livre « De la psychologie à la vie, folie et santé du monde ». Non, pardon, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est pas dans ce livre-là, c'est dans « De l'angoisse à la sérénité, névrose, perversion et santé de l'âme humaine ». Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé de livre.
Il s'agit d'une jeune femme qui avait décidé de venir me voir sur le conseil de son mari. Les jeunes époux, mariés depuis 2 ans, étaient parents d'un enfant, un petit garçon magnifique, bien conformé physiquement et d'un caractère facile et joyeux. Ils avaient, à première vue, tout pour être heureux. Ce n'était pas malheureusement le cas. Depuis quelque temps, des moments de mésentente s'étaient produits, ou plus exactement, le mari se plaignait de l'humeur changeante de sa femme. Des périodes de parfait accord se trouvaient subitement sans motif apparent, interrompues par des accès de dépression, des crises de larmes, des mécontentements profonds de l'épouse. Durant ces moments troubles, elle ne trouvait plus rien à son goût, elle manifestait le désir de partir, elle voulait tout changer, son appartement, ses meubles, tout ce qui l'entourait lui pesait. Par moments, son mari lui-même, qu'elle sentait pourtant ne pas avoir cessé d'aimer, lui devenait insupportable, et elle passait sur lui sa mauvaise humeur. Toute ressemblance avec une situation existante ou ayant existé n'étant pas du tout le fruit du hasard, hein. C'est pas un cas isolé malheureusement. Mais vous voyez, je fais une pause là dans le récit. Si on considère que ce n'est qu'un problème de péché, alors le prêtre au confessionnal, il va dire: «Bah, écoutez madame, bah, ressaisissez-vous, priez plus, faites oraison, et puis vous allez voir, ça va aller mieux». Non, c'est complètement à côté parce que ça ne fonctionnera pas. Alors ensuite, vous avez, évidemment, les parents, la mère, «Mais quand même, c'est ressaisis-toi, c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça, heu, pour ton fils, fais des efforts, enfin quand même». Vous voyez, le genre de discours moralisateur qu'on va faire à cette pauvre femme qui a un mauvais comportement, dont le comportement, ce que je vous disais tout à l'heure, ressemble comme 2 gouttes d'eau à du péché. Vous voyez? C'est comme Canal Rail, ça ressemble au péché, mais ce n'est pas du péché. Voilà. Et que c'est pas un confesseur qui va pouvoir, changer tout ça. Même si la grâce va évidemment venir au secours. Mais si vous voulez, je suis désolé, quand vous avez une crise de foi, vous voyez, heu, alors vous allez me dire: «Je vais pas voir le médecin pour une crise de foie». Alors, une angine qui finit pas, vous voyez, qui tourne à la bronchite, ben, vous sentez bien que vous en sortez pas. Vous avez beau prendre toutes vos vitamines C et cetera, l'élixir du suédois, le L52, tout ce que vous voulez, enfin, de l'homéopathie, des huiles essentielles, vous en sortez pas. Ben, on va voir le médecin. Là, alors c'est ça qui est drôle, c'est que quand il s'agit de nos poumons, de notre gorge, de nos reins, de notre foie, de ce que vous voulez, alors là, on va voir le médecin. Mais quand il s'agit de l'âme, ah ben l'âme, c'est forcément surnaturel. Hein, il y a pas, le médecin peut rien y faire. Ça, c'est entré dans la tête de combien de tradis qui ont rien compris et qui s'en sortent pas parce que la confession ne peut pas les en sortir. La confession, si vous voulez, alors c'est là où les catholiques sont quand même gagnants parce qu'ils s'en sortent pas, mais s'ils ont la charité, s'ils offrent tout à notre Seigneur en union avec sa croix, au moins les catholiques, ils gagnent des mérites pour le ciel. Au moins les catholiques, ils souffrent avec Jésus. Et ça, c'est une différence énorme avec les païens qui, s'empêtrent dans leur névrose. Mais c'est pas pour ça que le catholique va s'en sortir, d'accord? Donc, le but, c'est quand même de s'en sortir. On va me dire: «Ah mais oui, mais de toute façon, faut souffrir, alors souffrons». Non, non, bien sûr, évidemment, si on peut pas faire autrement, si on n'arrive pas et puis de toute façon, oui, je suis d'accord, il y aura toujours des souffrances, mais pas ces souffrances-là. Ces souffrances-là sont paralysantes.
ces souffrances-là sont destructrices, vous voyez, pour soi-même et pour la famille qui nous entoure. Donc il faut trouver les remèdes pour s'en sortir, hein, et porter la croix différemment. Porter des vraies croix qui ne nous paralysent pas, qui détruisent pas la famille. La croix porte la vie. La croix apporte la joie. Elle n'apporte pas la destruction. Elle n'apporte pas le malheur. D'accord? Donc, il y a des souffrances qui ne sont pas des croix, alors qu'on va pouvoir quand même transformer en croix, en les unissant à la croix de Jésus. Et c'est pas la croix que Jésus veut qu'on porte. Et les croix de Jésus, les croix que Jésus donne, sont des croix qui donnent de l'énergie, qui nous permettent de faire, de porter du fruit, vous voyez, de faire notre devoir d'État, pas toujours comme on voudrait, ça je suis d'accord, mais n'empêche que le devoir d'État, sur le long terme, il est fait. Même s'il y a des crises de souffrance ponctuelles, sur le long terme, le devoir d'État, il est fait. Ça, c'est la croix. Mais les névroses, si vous voulez, ce sont des désordres. Et quand on n'arrive pas à résoudre ces désordres tout seul, il faut demander l'aide du médecin, du psychothérapeute. Voilà, hein, bien distinguer les deux plans, le plan naturel, le plan surnaturel. Et les deux vont ensemble. Je continue l'histoire. Après quelques entretiens, au cours desquels elle eut l'occasion de s'extérioriser en racontant son passé, alors elle se sentit beaucoup mieux. Le déballage de certains événements de son enfance, de son adolescence, de son mariage, qu'elle contracta autour de 20 ans, donc elle a 22 ans. Si elle s'est mariée à 20 ans et que ça fait 2 ans qu'ils sont mariés, il a dit au début, donc vous voyez, elle est toute jeune, hein. Eh bien, tout cela la soulageait. Elle était détendue. Son angoisse et sa mauvaise humeur disparurent, et son vrai caractère reprit le dessus. Tout allait pour le mieux, au point que le mari, fort soucieux au moment où il vint me parler de sa femme et me la présenter, reprit courage et envisageait avec joie la continuation de la vie commune. Un incident se produisit cependant, et un orage éclata en plein ciel serein. Comme c'était un incident que la jeune femme, quelque peu orientée par les entretiens antérieurs avec moi, réussit à résoudre elle-même, je vais commencer par le raconter avant de donner d'autres détails. Tout allait pour le mieux quand un jour, c'était un matin sur le parcours de la maison, à ma consultation, où elle revenait pour continuer ses entretiens, elle fut prise d'une angoisse exaspérante. Son pauvre mari, qui la conduisait en voiture, ne savait plus à quel saint se vouer. C'est dire que tout allait plutôt pour le pire quand tout à coup, le voile sombre se déchira et la jeune femme retrouva le sourire. Cela se passait peu d'instants avant l'arrivée à destination, et lorsqu'elle entra dans mon cabinet, son visage était rayonnant et semblait dire « J'ai remporté la victoire ». Donc déjà, vous voyez, ce genre de choses, il faut que les hommes connaissent, parce que c'est assez courant, vous voyez. Et avant de dire que la femme est hystérique, que la moitié folle, parce que vous voyez, tout va bien, puis tout d'un coup, voilà. Non, il faut étudier les choses, il faut étudier les mécanismes. Et pourquoi je fais un exposé là-dessus, que je vous raconte cette histoire, elle n'est pas finie, hein, je fais une pause. Parce que justement, il faut être alerté. Quand on a des comportements comme cela, ça veut dire que la femme en question, si vous voulez, ou ça peut être un enfant aussi, hein, ou je veux dire, ou un homme, hein, peu importe. Mais ça arrive souvent. Vous allez voir, c'est important parce qu'elle est enceinte. Enfin, elle croyait qu'elle était enceinte. Donc c'était lié à la grossesse. Mais donc les femmes, il faut, au lieu de s'en moquer ou dire je comprends rien, eh bien, il faut essayer au contraire de comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui déclenche ça? Et aller trouver le bon thérapeute qui va pouvoir démêler
si vous voulez, le mécanisme, hein. On connaît d'ailleurs, dans la région là, de Guingamp, il y a des très bons psychologues, des gens très braves qui sont très compétents et qui peuvent donner ponctuellement vraiment une aide. Ça, faut le savoir aussi. Et si vous n'avez pas, enfin, vous ne connaissez personne, renseignez-vous. Essayez de faire de petites enquêtes là où vous habitez, savoir s'il y a justement des psychologues qui sont sérieux et pas freudiens. Alors, elle entre dans le bureau du docteur Stocker avec le grand sourire. Alors, que s'est-il passé? Depuis le dernier entretien, un fait nouveau s'était produit. La jeune femme attendait un second enfant. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, c'est lié à la grossesse. Elle le désirait, bien sûr. Mais au cours de nos conversations antérieures, avant de savoir qu'elle était enceinte, elle avait exprimé toutes sortes d'inquiétudes. Elle appréhendait surtout une nouvelle maternité, ou plus exactement le fait de mettre au monde un nouveau bébé. Pourquoi? Elle ne le savait pas, et elle n'y comprenait rien elle-même. D'une part, elle était très heureuse d'avoir eu le premier, qui fut une réussite. Au surplus, elle saisissait fort bien que pour son fils, être enfant unique n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Mais d'autre part, une sorte de vertige s'emparait d'elle à l'idée d'une nouvelle grossesse. Dès qu'elle y pensait, sa tête chavirait et des images aussi stupides que fantastiques se présentaient à son esprit. Elle craignait une hérédité néfaste, la possibilité d'une idiotie mongoloïde, une malformation congénitale, etc., etc. Oui, parce que alors là, on est dans l'imagination. Et le propre de l'imagination, c'est de ne pas avoir de limites. Vous voyez? Donc, l'enfant, il va contracter toutes les maladies les plus incompatibles les unes avec les autres dans la réalité, mais c'est pas grave. Dans l'imagination, il pourra les contracter. C'était là autant de représentations intellectuelles qui surgissaient pour justifier ces inquiétudes. En effet, ce qui caractérise ces situations, c'est l'état émotif qui précède l'état intellectuel, et cela pour le motif que j'aurai l'occasion d'élucider plus loin. Mais revenons au fait nouveau qui s'était produit, c'est-à-dire la nouvelle grossesse. C'est cet état qui déclencha chez la jeune femme l'angoisse qui la tenaillait tellement dans la voiture. Mais alors pourquoi cette angoisse avait-elle disparu? C'est que mise au courant par moi sur le mécanisme des troubles névrotiques, elle avait identifié, reconnu les tenants et les aboutissants de la peur panique qu'elle ressentait. Elle avait reconnu la vraie source et la signification de cette peur. Voilà, voici l'explication qu'elle avait trouvée elle-même. Le premier enfant avait été conçu avant la date du mariage légal. Donc, elle avait fêté Pâques avant les rameaux. Elle se trouva enceinte sans trop y réfléchir. Donc, ça donne déjà le contexte. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas trop religieux. Or, cette situation avait déclenché chez elle une angoisse à la pensée qu'il lui faudrait mettre ses parents au courant, très strictement élevée et ignorante de bien des choses, peut-être trop strictement élevée et trop couvée dans l'ignorance. Et malheureusement, ça, c'est vrai aussi. Aujourd'hui, on est passé à l'excès inverse. On explique aux enfants de CP euh, les différentes sexualités. Bon. Mais autrefois, on laissait les filles se marier sans rien leur expliquer. Alors, la vertu, c'est le juste milieu. Donc, il y a un moment où il faut informer les jeunes adultes qui se préparent au mariage. Donc, elle récoltait le fruit vénéneux de cet arbre de la non-connaissance. Ça, j'aime bien cette réflexion du docteur Stocker. On a bien, très bien vu. Le fruit vénéneux
de cet arbre de la non-connaissance. Elle n'avait jamais été renseignée sur le grave problème de la vie pour le mettre à sa juste place dans l'ensemble de la personnalité humaine. Quoi qu'il en soit, la situation troublante dans laquelle elle était tombée trouva sa solution apaisante dans le mariage. Tout était ainsi rentré dans l'ordre, et du passé, il ne restait plus qu'un mauvais souvenir. Donc, une fois mariée, tout était officialisé, enfin, je veux dire, elle n'avait plus aucun souci, elle avait quasiment oublié ces désagréments de conscience d'avant le mariage. L'union des jeunes époux fut des plus heureuses car elle était fondée sur un amour réciproque authentique. L'enfant qui leur naquit fut une source de vraie joie et d'épanouissement pour les jeunes parents. Mais voilà, la situation de naguère s'était reproduite. Bien sûr, en partie seulement. Ce n'était pas la même situation. Mais comprenez que pour le cerveau qu'on appelle reptilien, qui n'est absolument pas intelligent du tout, mais qui marche avec des réflexes par rapport à... Oui, alors le cerveau reptilien, pour le traduire en termes thomistes, par rapport au début du cours, eh bien, on va dire c'est la cogitative. La cogitative, c'est ce que les scientifiques modernes appellent le cerveau reptilien. Si vous voulez, c'est la partie du cerveau qui mémorise toutes les situations, heureuses ou malheureuses, avec leurs conséquences, voyez, pour pouvoir anticiper les situations futures. Et cela, ce cerveau-là, il réagit sans vous demander la permission. Hein. Donc, quand il est replongé dans des situations semblables, eh bien, il réagit de la même façon. Donc, il déclenche de la peur, parce que, si vous voulez, on appelle ça le cerveau reptilien ou le cerveau archaïque. C'est le cerveau qui était très développé quand les hommes vivaient dans la nature, qu'ils étaient nomades, enfin les descendants d'Adam. Vous voyez, ils étaient dans une nature hostile, forcément. Ils rencontraient des lions, ils avaient des serpents, ils avaient tout un tas d'animaux dont il fallait se méfier. Eh bien, donc ce cerveau-là était très utile pour leur survie. Et c'est ce cerveau-là qui, dans la situation actuelle, là, pose problème et peut déclencher des névroses. D'accord ? Sauf que cette fois-ci, il s'agissait d'une chose parfaitement légitime, d'un événement heureux. C'est là un raisonnement, donc dans l'intellect, auquel une personne atteinte d'une névrose demeure complètement imperméable. Ici, c'est l'émotion qui commande à la raison, et non le contraire, comme c'est le cas à l'état normal. La situation, décrite entre guillemets attente d'un second enfant, ressemblait comme une goutte d'eau à celle de naguère, et elle ranima la crainte et le tremblement qui avaient accompagné les débuts de la première grossesse. Ça, c'est vraiment fondamental de comprendre le fonctionnement de la cogitative ou du cerveau reptilien. Lui, il ne raisonne pas. Il voit une situation similaire, crac, il déclenche des émotions. L'analogie de la situation suffisait pour causer l'explosion émotive, et celle-ci sans se soucier du contexte. Or, ces raisons, fabriquées pour justifier l'émotion, au lieu d'être apaisantes, ne faisaient qu'alimenter l'état d'angoisse. Il s'agit là d'un phénomène automatique, phénomène psychologique, inconscient et involontaire, et le sujet qui en est victime ne se doute même pas qu'il en est l'auteur. C'était le cas de notre jeune patiente, du moins au début de son branle-bas. Oui. Donc il n'y a pas de péché là-dedans. C'est ça que vous avez une description psychologique qui vous montre qu'il n'y a pas de péché, parce que
Il n'y a absolument rien de volontaire. Cette femme-là, elle subit un état psychologique qu'elle ne maîtrise pas. Et le docteur Stoker va lui donner les outils justement pour qu'elle puisse maîtriser son angoisse, maîtriser ses émotions et finalement reprendre le contrôle. Et là, c'est la vertu. Au moment où elle se rendit compte que ce n'était qu'une pure et simple réédition du phénomène matériel de son passé, c'est-à-dire la grossesse, le contexte moral étant tout autre, puisque là, elle était mariée depuis 2 ans, elle se sentit libérée. C'est ce qui lui advint en effet quelques instants avant d'arriver à la consultation. Voilà pourquoi le voile sombre se déchira pour laisser place au sourire. Donc, d'elle-même, elle sait raisonner, comme on dit. La situation grossesse demeurait d'ailleurs en permanence à l'état d'épouvantail dans le sous-sol de la mémoire. Elle s'est trouvée même dans le temps où elle était inactuelle. Bien sûr, au moment où la jeune femme se crut enceinte, l'émotion qui s'était collée à cette situation a bondi avec violence. Mais même dans les autres moments, elle ne cessait pas de menacer. Elle remuait en sourdine. Il suffisait que le désir d'avoir un second enfant fît son apparition pour qu'une kyrielle de dangers fabriquée par l'angoisse latente l'envahit. C'est cette angoisse latente qui poussait la jeune femme à penser à l'hérédité néfaste et à toutes les maladies qui pourraient arriver à son enfant. Quoi qu'il en soit, la jeune femme dont je parle ici se rendit compte du caractère mécanique de ses réactions. Forte de cette constatation objective, elle cessa de porter des jugements de valeur morale dans un domaine où de tels jugements sont aussi absurdes qu'inutiles. Oui, parce qu'elle se jugeait elle-même, elle se condamnait elle-même. Aussi, du coup, elle se sentit délivrée de son angoisse. En somme, la jeune femme renonça à la folie résonante déclenchée chez elle par l'émotion que l'analogie de la situation matérielle avait fait sauter comme un ressort mécanique. Bref, au lieu de chercher toutes sortes d'arguments imaginaires capables de nourrir son état émotif, elle reconnut ces mécanismes psychologiques et les appela par leur vrai nom. Des mécanismes de ce genre se trouvent précisément à la base des troubles névrotiques. Ce sont eux les générateurs de la névrose. Examinés de plus près, ils sont dans leur structure étroitement ressemblants, sinon identiques en tout point, à ce groupe d'automatismes psychophysiologiques connus sous le nom de réflexes conditionnés. Aussi vais-je m'arrêter sur ces réflexes. Leur connaissance me permettra de m'engager dans une connaissance objective de la névrose. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Hein, il va parler donc des expériences de Pavlov, que tout le monde connaît, l'histoire du chien de Pavlov. Hein. Mais la névrose, c'est de cet ordre-là. Le chien, il entend une cloche, il salive parce qu'il sait que à chaque fois, il y a une gamelle qui arrive. Eh bien, des peurs, des angoisses incontrôlées sont déclenchées par des situations, vous voyez, qui rappellent d'autres situations qui ont été traumatisantes et qui déclenchent une avalanche d'émotions. Voilà. Donc nous verrons justement la prochaine fois les exemples qu'il donne sont très intéressants. Je ne vais pas vous les donner maintenant, mais c'est passionnant parce que là, il raconte l'histoire de ses patients et c'est très éclairant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre? N'hésitez pas. Vous appuyez sur le petit micro. Bonsoir, excusez-moi, je suis l'épouse d'Éric. Du coup, j'avais une petite question par rapport aux éléments déclencheurs, ce qu'on appelle des triggers. C'est les éléments déclencheurs dans les situations de, justement, qui peuvent pousser la personne à d'un seul Oui, coup à changer de comportement. oui. Au sein d'un foyer catholique, quand on voit l'autre dans sa blessure, enfin qu'on l'a déjà identifié nous, mais que l'autre ne l'a pas encore identifié,
quelle est l'attitude à avoir, parce que c'est un sujet qui revient souvent en confession, enfin personnellement, je veux dire en confession. Oui, oui. Bah, Est-ce écoutez, que c'est là où l'autre peut jouer le rôle du psychiatre, dans la mesure où tout ça, ça a déjà été mis en place avec le médecin ou avec le psychologue, et dire, bon, prenons de la distance. Vous voyez, dans toutes les situations qui déclenchent des émotions, faut toujours prendre de la distance. Vous voyez, et on essaye de comprendre quel était l'élément déclencheur de la colère, de l'angoisse, de ceci, de cela. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et l'autre qui n'est pas, lui, dans l'émotion, il est beaucoup plus lucide pour déterminer la chose. D'accord. Et une fois que on a compris que c'était de nouveau le mécanisme qui s'était mis en branle, eh bien, on s'apaise très vite. Hein. Vous voyez, la dame, enfin, la jeune femme dans le livre de Stoker, dès qu'elle a compris dans la voiture, ça y est, ça s'est calmé immédiatement. Hein. Oui. Mais dans ces cas-là, c'est quand les deux époux, enfin les deux personnes sont suivies par un tierce pour résoudre leurs Oui, il faut soucis qu'ils aient, oui, psychologiques. Parce que il faut qu'ils aient compris eux-mêmes. Il faut qu'ils aient oui, voilà, compris le c'est ça. mécanisme. C'est pour Oui, ça que je veux vous l'exposer dans le détail et que je vais continuer la semaine prochaine, parce que parfait. une fois qu'on a bien compris le mécanisme, bon, ben, ça évite, oui, ça fait l'économie de quelques consultations, c'est pas négligeable, mais surtout, ça rend service, hein, on va plus vite, on est plus efficace. Oui, oui, puis on évite aussi les situations de péché finalement, parce que sinon c'est. Alors, je répète, c'est pas des péchés. Oui, Justement, les névroses ne sont pas des péchés parce que c'est pas contrôlable. Vous ne contrôlez pas le cerveau reptilien, vous ne contrôlez pas votre cogitative. Donc, il n'y a pas de péché. mm, Vous voyez, c'est ça le drame, c'est qu'on croit que tout est péché et c'est pas vrai. Je suis désolé, quand vous allez vomir parce que vous avez une crise de foie, c'est pas un péché. Ben là, non plus. mm. Le péché, c'est quand vous allez très bien, hein, et que vous faites un gros caprice et puis que vous enguirlandez votre mari. Ça, c'est du péché. Mais quand on est dans une situation de névrose, si vous voulez, on ne contrôle rien sur le coup. Donc c'est après coup que la raison va prendre le dessus, la volonté avec la vertu va prendre le dessus et on va se raisonner. Mais il ne faut pas se Mm. culpabiliser. D'accord. Voilà. C'est Merci, pour monsieur ça que l'abbé. je dis que les psychothérapeutes, dans certaines situations de crise qui sont vraiment aiguës, sont vraiment des aides. Oui, ils jouent le rôle complémentaire au confesseur sur le plan naturel pour nous aider à progresser, pour nous aider à avancer. Merci, monsieur l'abbé. Monsieur l'abbé, Bien, j'ai également une question je vous écoute. concernant l'agressivité dont on a parlé au tout début. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme, comment dire, possibilité de faire prendre conscience aux personnes qui sont dans cette situation que ça en devient un peu pathologique, entre guillemets? C'est ça ma question. Bon, alors là, c'est délicat, c'est sûr. Hein, notre supériorité aussi encore par rapport aux autres qui ne sont pas religieux, c'est que nous, on a on peut avoir l'aide des anges gardiens, parce que là, il faut l'aide du Saint-Esprit, de l'ange gardien, mais la démarche reste la même, c'est de faire prendre, enfin, c'est de dire les choses, de dire sans accuser. C'est-à-dire, pas commencer sa phrase, tu as fait ceci, tu as dit cela, parce que là, vous allez vous prendre, mais le retour de flamme dans la tronche, et en plus, ça peut monter dans les tours très très vite. C'est le démarrage de toutes les disputes. Donc, la meilleure méthode, c'est de dire, quand tu as dit cela, quand tu as fait ceci, voilà comment moi, je l'ai ressenti et que je l'ai vécu.
et vous décrivez l'agression sans nommer l'agression. Vous décrivez la situation que vous avez vécue, qui est une situation d'agression pour vous. Mais vous lui dites pas tu m'as agressé. C'est ça. Lui, il vous a pas agressé, ou elle vous a pas agressé dans sa tête. Seulement vous l'avez effectivement vécu comme une agression. Donc, il faut essayer de lui expliquer en quoi son attitude, ses paroles, ou ses gestes, etc., ont été pour vous une agression sans lui dire que c'est une agression. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, c'est très clair, c'est très clair. Merci. Mais après, il y a aussi autre chose, c'est que des fois, vous avez des personnes qui sont agressives pas seulement vis-à-vis de vous, mais c'est tellement agressif que ça devient agressif vis-à-vis de tout le monde, quoi. Donc, ça, c'est une autre problématique, ça dégénère. Et comme j'ai compris, c'est un lien aussi avec tous les autres péchés capitaux. Donc, les autres péchés capitaux peuvent se renforcer aussi chez ce type de personnes, quoi. Et là, ça devient des blocs agressifs, quoi. C'est ça, c'est que voilà, les péchés capitaux sont envenimés, effectivement, sont développés par ce genre d'attitude. Mais encore une fois, à la racine, c'est pas des péchés, c'est des blessures vécues dans le passé. Et vous voyez, faut quand même que j'aborde aussi, j'en ai pas parlé parce que là, je me suis contenté un peu de suivre de Dr Stocker, mais il y a un fidèle qui m'a fait prendre conscience d'une chose, par exemple. Il m'a dit, vous savez, bon, lui, il travaillait dans les bureaux, hein, c'était dans le tertiaire. Il m'a dit, mais c'est fou le nombre de femmes avec qui il a travaillé quand elles ont su qu'il était catholique pratiquant, qu'il allait à la messe tous les dimanches et qu'il avait 10 enfants. Et puis surtout qu'il avait 10 enfants, et qui sont devenues mais hyper hostiles et hyper agressives envers lui. Vous voyez. Ben, il m'a dit, toutes ces femmes-là, j'ai su, après, au bout d'un certain temps, on connaît un petit peu la vie des gens, puisqu'ils racontent tout, ben, c'était tous des femmes qui avaient avorté. Donc, on vit autour de nous, on a des gens qui sont hyper traumatisés. Les femmes par leur avortement, mais ça aussi les viols d'enfants, etc. L'inceste dans les familles qui aujourd'hui c'est monnaie courante. Malheureusement, c'est une société qui est épouvantable. Et ce sont des traumatismes, vous voyez, qui rendent les gens hyper agressifs parce que eux-mêmes ont été agressés. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Bien, ben, je pense que on va arrêter là. Je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.